Bonjour à tous, donc je vais très rapidement me présenter. Tout d'abord sur la petite plaquette, il y a marqué chargé de mission Wikimedia, c'est pas le cas, c'est pas un problème, mais je tiens juste donc à préciser mon statut, je suis un wikipédien bénévole. Je ne suis pas... Comme un Adawiki, hein, ou une Adawikienne. Qui a écrit cette absurdité? Non, je plaisante. Donc, je m'appelle Valentin Guillaume, j'ai 23 ans et dans la vraie vie, je suis musicien classique, j'enseigne, je donne des concerts, etc. Mais donc dans le monde de Wikipédia, je suis donc contributeur depuis quelques années maintenant. J'ai fait environ 20 000 contributions et créé 500 articles. Ça peut paraître beaucoup, mais il y en a qui ont fait beaucoup plus de choses. Donc, au début de l'année 2014 a été lancée la plateforme, vous en avez peut-être d'ailleurs parlé avant que je n'arrive tout à l'heure, la plateforme française FUN, France Université Numérique. Ça a été vraiment le gros point de départ des MOOC en France. Il y avait eu quelques petits précurseurs, mais c'est vraiment ça qui en France a beaucoup dynamisé les choses. Et il s'avère que c'est à peu près à ce moment-là que j'ai découvert moi-même les MOOC. Donc j'en ai suivi plusieurs sur Fun, sur Coursera, sur EDX. J'étais déjà contributeur sur Wikipédia. Et petit à petit, je me suis dit, tiens, et si on faisait un MOOC pour apprendre à contribuer sur Wikipédia? Et en octobre 2014, j'ai posté sur un de nos forums en ligne, ce qu'on appelle traditionnellement le bistrot, l'endroit où tout le monde peut dire les choses qui lui passent par la tête pour faire court. À côté de ça, on a des forums spécialisés. Le bistrot, c'est vraiment le truc global. Pour lancer l'idée, tiens, est-ce que ça vous intéresserait de créer un MOOC sur la contribution à Wikipédia? Il y a eu des réponses, et notamment du pôle projet et accueil. Donc, je ne vais pas rentrer dans toute l'infrastructure Wikipédia. Donc, ce sont des personnes qui réfléchissent à comment rendre Wikipédia plus accessible, comment attirer de nouveaux contributeurs, etc. Et on a eu plusieurs discussions au cours des mois d'octobre et novembre, très intéressantes. On a placé déjà les orientations qui nous intéressaient, mais ça n'est pas allé beaucoup plus loin. Parce qu'on n'avait pas finalement, on avait besoin d'avoir un soutien logistique plus fort. Donc le projet a été mis en sommeil, naturellement, on n'a plus posté pendant quelques mois, on a un peu relancé en mars 2015, mais ça n'a pas repris. Et en juin 2015, eh bien, il y a un des Wikipédiens qui était très intéressé, donc Jules Xénard, qui a été pris en service civique. Vous connaissez les services civiques? C'est formidable moyen où bref. Je dirais trop... Bon, bref. Mais donc voilà, il s'avère que pour nous, ça a été formidable qu'il ait eu ce poste. Donc, il a eu ce service civique donc à l'association Wikimedia France. J'insiste, c'est pas une association qui gère la Wikipédia francophone. J'insiste vraiment beaucoup dessus parce que souvent il y a des petites choses qui sont pas très claires, et d'ailleurs l'association des fois elle-même n'est pas forcément très claire. Bon. Donc c'est vraiment une association française qui a pour but de promouvoir Wikipédia et les projets associés sur le territoire français et potentiellement à l'extérieur. Mais il y a également des associations similaires en Suisse, en Belgique, au Canada, etc., pour ne parler que de la Wikipédia francophone. Parce que vraiment, la Wikipédia francophone, c'est bien, comme je viens de le dire, c'est pas une Wikipédia française, c'est pas pour les Français de France, c'est pour l'ensemble des personnes parlant français sur la planète. Et pareil pour la Wikipédia anglophone. Je m'aperçois que je correspond pas exactement à l'ordre que je voulais. Bon, c'est pas très grave. Juste une question, j'aurais dû vraiment commencer par ça. Qui a déjà regardé une page sur Wikipédia? Très bien. Qui a corrigé une page, amélioré, on dit, contribué à une page sur Wikipédia?
effectivement, il y a beaucoup moins de mains qui se lèvent et c'est normal. Et dans des assemblées, on va dire un peu plus normales que celles qu'il y a aujourd'hui, ça serait encore pire. Malheureusement, Wikipédia est extrêmement utilisé. C'est l'un des 10 sites les plus utilisés, les plus regardés de l'ensemble d'Internet. Mais il s'avère qu'il y a assez peu de personnes qui contribuent de manière effective. Et ça, c'est un vrai souci, parce que il s'avère que trop souvent, le background de Wikipédia n'est pas connu, tout bêtement. Donc, les personnes qui débarquent là, eh ben, elles lisent très bien, mais elles passent très peu souvent le pas supplémentaire qui est de contribuer. Tandis que c'est la base. Wikipédia, ce n'est pas une encyclopédie en ligne, c'est un projet d'encyclopédie en ligne. Un projet qui ne sera en vérité jamais fini. On pourra toujours améliorer les connaissances qu'il y aura dessus. La distinction est vraiment très importante. C'est pas un projet figé. Au contraire, toutes les minutes, il y a des dizaines, voire des centaines de contributions. Des fois pour des détails, des fois pour enlever dans le code interne une ligne vide. C'est tout bête, mais ça permet d'améliorer la page. Des fois, évidemment, c'est pour mettre des gros pavés de texte. Des fois, c'est pour rajouter une source. Des fois, c'est pour corriger une faute d'orthographe, etc., etc. Mais donc, le pas qui consiste à contribuer à Wikipédia, même pour faire une toute petite correction, est très rarement fait. On a en gros 14 000 contributeurs mensuels, donc qui ont fait plus de 5 corrections, et on en a quelques centaines qui sont très actifs, qui ont fait plus de quelques centaines de corrections. Donc, on s'est dit que ça pourrait être bien pour que les gens ne débarquent pas en finalement s'improvisant contributeur et donc potentiellement en faisant des erreurs, parce qu'on en commet tous quand on débarque dans un système tellement complexe, parce qu'il y a plein de règles pour contribuer sur Wikipédia, excusez-moi. Il y en a 5 principales, je ne vais pas forcément en parler, mais c'est les principes fondamentaux. Mais ensuite, il y a des centaines, des milliers de règles qui ont été élaborées durant les 15 ans qui se sont passés depuis la création de cette encyclopédie. Donc, un débutant ne peut pas tout connaître. Et donc, à chaque fois qu'une nouvelle personne veut contribuer, déjà, il faut qu'elle comprenne qu'elle peut contribuer, y compris sous IP, on n'est même pas obligé d'être inscrit. Vous voyez une faute d'orthographe, vous n'êtes pas obligé d'être inscrit, vous corrigez la faute et vous l'envoyez directement. Après, c'est mieux d'être inscrit parce que ça permet d'avoir un suivi. Bon, c'est mieux. Mais donc, on s'est dit que ça pourrait être bien d'avoir un outil, le Wikimook. Oui, le nom, bon, je suis très content, c'est moi qui l'avais trouvé à l'époque. Bon, donc voilà, le Wikimook, on s'est dit que ça pouvait être un outil pour un peu plus formaliser l'apprentissage de la contribution. Parce que sinon, pour tous ceux qui contribuaient jusqu'à maintenant, y compris moi, on débarquait, un jour on comprenait... Ah oui, on peut contribuer même si on ne sait pas forcément, même si on n'est pas un expert. Ah dans ce cas-là, je vais faire une petite correction et je vais en faire une autre et une plus grosse. Mais c'était donc un peu... Enfin, il faut bien avouer que la plupart des contributeurs arrivent encore comme ça. C'est vraiment un apprentissage un peu anarchique. Ce qui a plein de bons côtés, mais on s'est dit, tiens, est-ce que certaines personnes ne pourraient pas apprendre... ne pourrait pas participer à Wikipédia en ayant reçu un enseignement plus formel. Donc le résultat, c'est le Wikimook qui a été fait sur France Université Numérique, donc Fun, la grosse plateforme française, qui a été donc distribuée en mars-avril de cette année. Et là, on est en train de préparer la deuxième édition, et qui devrait à peu près avoir lieu dans les mêmes dates. On est en train de finaliser ça. Normalement, on ouvre les inscriptions en décembre, et voilà, mars-avril. Je ne l'ai pas dit au début, mais vraiment, si vous avez des questions au cours de la présentation, n'hésitez pas. Voilà, le cours magistral... bon... Donc vraiment, n'hésitez pas si vous avez des questions au cours. Donc, le résultat, ça donne ça. Donc là, je me suis connecté sur ma section. Donc je suis sûr que vous êtes nombreux déjà à avoir suivi un ou plusieurs MOOC sur Fun ou sur d'autres plateformes.
Donc, on a vraiment conçu un MOOC classique. On n'a pas particulièrement innové au niveau de la construction du MOOC. Enfin, non, pas la construction justement. Au niveau du résultat. C'est-à-dire, on s'est vraiment basé sur ce qui fonctionnait déjà. Au niveau du nombre de semaines, on va potentiellement en reparler. Au niveau de l'agencement, au niveau de la façon d'évaluer les élèves, etc., etc. Ce qui a énormément changé par rapport à un MOOC traditionnel fait par une université ou une grande école, c'est qu'on était tous bénévoles, à part Jules Xénard, qui était donc notre agent de liaison, et que ça a été extrêmement utile. Je peux vraiment le dire, on n'aurait pas pu faire le MOOC s'il n'avait pas été là, à l'intérieur des murs de la Wikimedia Foundation. Parce que Wikimedia France, désolé, Wikimedia Foundation, c'est la branche internationale. Mais il s'avère que on était quand même tous bénévoles et on n'était pas des experts. J'avais suivi un certain nombre de MOOC, j'ai des opinions sur la pédagogie, ça m'intéresse, etc., etc. Il y en avait plusieurs autres dans ce cas-là, mais on n'était néanmoins pas dans un cadre professionnel. On n'allait pas recevoir des sous et surtout, c'était sur notre temps libre, c'était... voilà. Donc, heureusement qu'on a eu cet agent de liaison. Ça a été vraiment essentiel. Même si lui, il avait plein d'autres choses à faire au sein de sa mission de service civique. Et donc, en dehors de sa mission de service civique, il a contribué en tant que bénévole comme nous autres. Il était juste là pour les éléments essentiels, notamment le budget. Parce qu'on est bien d'accord, l'un des points très importants, c'est effectivement le budget. Alors les gros MOOC faits par des grandes écoles ou des universités, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros, et c'est normal, parce qu'il y a le prof, il y a l'élaboration, il y a le suivi pendant le MOOC, il y a évidemment le tournage des vidéos, il y a la communication, etc., etc. C'est normal, il y a des frais. On peut évaluer qu'un MOOC normal coûte entre 25 000 et 30 000 euros. Et en vérité, si on prenait tout en compte, des fois ça monte plus haut, vers 50 000. Rarement au-dessus de 50 000. Mais voilà, ça peut être cette fourchette-là. Nous, on a eu un budget un peu inférieur à 10 000 euros. Et ce budget-là, il nous est venu intégralement de Wikimedia France. Wikimedia France qui reçoit des sous de la Wikimedia Foundation. Et ce sont des dons de particuliers. Donc, une fois par an, pendant 1 ou 2 semaines, vous voyez un grand bandeau sur Wikipédia, un peu agressif d'ailleurs, hein. Même les Wikipédiens normaux sont d'accord pour dire que c'est des fois un peu trop punchy, mais donc aidez-nous à survivre, en gros c'est le message. Donc voilà, parce qu'il n'y a pas de publicité sur Wikipédia et c'est absolument essentiel de continuer de cette manière-là. Donc oui, le budget c'est très important. Donc on a eu ce budget qui a principalement servi pour les tournages. Et on n'a pas eu d'énormes frais au niveau du tournage parce qu'on s'est adressé à une association, Awazagaga, le nom, voilà. Mais donc Awazagaga qui était très sympathique, nous ont fait vraiment un prix d'amis parce qu'ils étaient intéressés par le projet, etc., etc. Si on était passé par des pros vraiment qui font ça sur un marché compétitif, etc., ça nous aurait évidemment beaucoup plus coûté. Donc on a vraiment réduit les frais au maximum sur tous les paliers. Après, il y a aussi eu l'inscription sur la plateforme. Mais même à ce niveau-là, on a été beaucoup aidé parce qu'on avait un peu le statut de Wikipédia qui est quand même très connu, qui est valorisé, etc., etc. Donc, sur Fun, la plupart des MOOC sont des MOOC d'universités et de grandes écoles, mais il y a quelques MOOC associatifs. Par exemple, AnimaFac, c'est une association universitaire qui s'occupe de dynamiser les associations dans l'université, qui a fait un MOOC sur comment créer son association universitaire. Il y a d'autres choses comme ça qui sont faites. Néanmoins, Fun, c'est vraiment pour les grosses associations, celles qui ont une capacité d'expertise sur un sujet. Pour les petites associations, potentiellement, il faut s'adresser à... Enfin, il y a des choses...
il y a des alternatives qui se montrent progressivement, mais c'est vrai que nous, ça nous a énormément intéressé d'être sur Fun, parce que Fun a une grosse visibilité. C'est vraiment perçu actuellement, et c'est une réalité, comme la plateforme francophone. Donc, on s'est vraiment posé la question, hein. On s'est même posé Open Classroom, est-ce que ça serait intéressant? On l'a très rapidement écarté pour de diverses raisons, je ne vais pas forcément les aborder ici. On a réfléchi à différentes possibilités, et finalement, on s'est dit que Fun, ça serait le mieux, vraiment. On est donc allé les voir. Ça n'a pas... Enfin, il y a eu des côtés simples, il y a eu des côtés pas simples, mais au final, on y est arrivé. Bon. Donc vraiment, je reviendrai sur la construction d'un point de vue physique, potentiellement plus tard, s'il y a des questions spécifiques. Donc, notre cours. On a décidé de faire 5 semaines de cours. Parce qu'on s'est dit que 3-4, c'était pas suffisant, et 7-8, ça serait trop. On s'est vraiment posé la question, 5-6 semaines. Bon, on est finalement parti sur 5 semaines. Cette année, enfin la deuxième édition, va être sur 6 semaines. Parce qu'on s'est dit, bon, finalement, on va rajouter un peu de contenu, et pour l'évaluation, on a besoin d'un peu plus de temps. Donc, au final, on s'est mis d'accord pour 6 semaines sur cette deuxième édition. Mais au départ, on est parti sur 5 semaines. Et 5 semaines bien remplies, avec 2 thèmes principaux qu'on a, donc, par exemple, la semaine 1, donc une première partie, un premier thème d'introduction générale. Il se charge? Oui, mais un peu lentement. Oui, il va se charger. Donc un premier thème très général et un deuxième thème d'initiation à la contribution. Et au fur et à mesure, la semaine 2, on a fait sur les statuts des contributeurs, parce que tous les contributeurs n'ont pas le même statut. Ensuite, on a beaucoup insisté sur les sources. Il faut sourcer les articles, sourcer. Très, très important. Et etc., etc. Et comment on a fait l'évaluation? Eh ben, on s'est basé sur ce qui fonctionnait. On a fait des quiz automatiques, et un travail évalué par les pairs, ce qui a été évoqué lors du talk précédent. Et on s'est dit que pour avoir le certificat, il fallait avoir au minimum 60% de réussite, sachant que les quiz comptaient pour 50% et l'évaluation par les pairs pour 50%. Donc on était obligé de faire l'évaluation par les pairs. C'était majeur pour nous, parce que cette évaluation, c'était de créer un nouvel article. Et créer un nouvel article, c'est pas évident, parce qu'il faut vraiment maîtriser énormément d'éléments qui ont donc été présentés tout au long des différentes semaines, mais ça demande vraiment un investissement. Au tout départ, j'ai un peu reprendre mes slides quand même. Enfin, c'est pas moi qui les ai faites, mais on va s'en servir, tant qu'à faire. Donc oui, je ne reviens pas sur les MOOC, vous en avez très certainement parlé ce matin, etc. etc. Mais donc nous, on était parti vraiment sur 3 heures par semaine, pour pas effrayer. Il s'avère que pour réaliser un article, il y a de nombreuses personnes qui ont eu besoin de plus de temps. Même si on leur avait dit qu'il ne fallait pas forcément faire un immense article, mais on était très contents d'avoir de beaux articles dans ce qui était fait. Nous, on voulait juste des articles en bon début. On a l'article en ébauche, bon début, en BA, etc., etc. Le bon début nous suffisait. On a eu vraiment des bons articles parce qu'il y a des personnes qui se sont énormément investies dedans. Et effectivement, pour celle-ci, il a fallu un peu plus que 3 heures par semaine. Donc, oui, voilà le bilan général. Donc, effectivement, on était une quinzaine de bénévoles, et entre 10-15 bénévoles, et ça nous a demandé vraiment beaucoup de temps, mais on avait déjà finalement un outil dont on savait se servir pour la conception, pour la construction de ce MOOC. Puisque sur Wikipédia, donc toutes les pages, c'est ça qui est formidable, toutes les pages sont modifiables. Bon, je ne vais pas modifier celle-ci, prenons quelque chose qui ne... Oui, c'est pas vraiment majeur, mais juste, moi je contribue beaucoup sur les pages musicales et les pages politiques. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir. Effectivement, on est bien d'accord. Donc je vais prendre une page n'ayant pas très... malheureusement, en ce moment, il y a beaucoup de... Allez, ça, voilà.
une page non polémique. Donc, Saint-Pierre et Miquelon. Donc, pour modifier, c'est très simple. Je modifie le code et hop, je fais des modifications. Donc, évidemment, ça, je ne vais pas le faire. Donc, je reviens en arrière. Mais toutes les pages sont modifiables. Et ça, c'est formidable puisque donc, on a écrit les textes de la même manière qu'on écrit des articles encyclopédiques. Donc en co-construction, chacun rajoutait une pierre. Au départ, ce sont des ébauches, comme toutes les pages Wikipédia ont été des ébauches. L'exemple le plus connu pour nous, c'est la pomme est un fruit. Voilà. Ça, c'était l'état initial de l'article pomme. Maintenant, l'article pomme, il est légèrement plus long. Voilà, il est légèrement plus long que la pomme est un fruit. Donc nous, on a fait pareil. On a, après nous être mis d'accord sur le plan général, qu'on a pareil travaillé en commun. Et à chaque étape, il n'y a pas, même si donc Jules Xénard était bien le coordinateur de fait, il s'avère qu'à chaque étape, tout le monde, en tout cas les actifs, ont validé, ont échangé sur les questions pour qu'on soit tous contents du résultat. Donc tous les textes, chaque texte ont été élaborés en commun. Et ça, c'est formidable, mais c'est vrai qu'on savait déjà comment faire parce qu'on était déjà tous des Wikipédiens chevronnés. Oui, Wikipédiens, ce sont donc les contributeurs de Wikipédia. Vous êtes Wikipédien à partir de votre première contribution. Que dire Il y a tellement de choses à dire. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Voilà, donc le budget, effectivement, beaucoup d'argent, et encore, ça peut être 5 000 €, ça nous paraît tout de suite cher, mais en fait non. Là, c'était vraiment le prix plancher, les 5 000 € pour toutes les vidéos. Et 2 500 pour l'inscription sur Fun, sachant que de mémoire, il y a un autre tarif. Nous, on a vraiment eu le tarif association, donc 2 500. Il y en a d'autres, c'est 10 000. Et il est toujours en ligne, hein. Les personnes inscrites avant le Wikimook peuvent toujours, d'ailleurs voilà, moi je me suis inscrit en tant que contributeur lambda, il est toujours présent. Donc, oui, je reprends cette slide-là parce qu'elle est effectivement assez basique. Donc on a eu 6 000 inscrits, ce qui est bien, mais évidemment on était un peu déçus, on aurait voulu qu'il y ait 20 000 personnes. 100 000 personnes, mais bon, 6 000 personnes, c'est déjà très bien, sachant qu'en vérité, on n'a pas eu une capacité au niveau de la communication très importante. On a mis des bandeaux sur Wikipédia, on a créé une page Facebook, et pareil, on était totalement bénévole pour le faire, on a eu quelques articles, mais bon, au final, voilà, que 6 000 inscrits, même si c'est déjà pas mal, et on était notamment très contents des 20% d'inscrits venant d'Afrique. Ça, on était très contents. Et au final, il y a 1500 personnes qui ont participé d'une manière ou d'une autre. Oui, parce que vous savez, comme ça a été d'ailleurs dit à un moment lors du talk précédent, on s'inscrit, mais on ne participe pas forcément. Donc il y a 1500 personnes environ qui ont participé à un moment, c'est-à-dire qui ont regardé une vidéo et, ou fait un quiz, ou voilà. Et au final, il y a 600 personnes qui sont allées vraiment jusqu'au bout, qui ont vu à peu près toutes les vidéos, qui ont fait à peu près tous les quiz, qui ont fait un article. Enfin, on ne les a pas mis directement en article sur l'espace encyclopédique, mais en version brouillon. Ce qui permettait qu'il ne soit pas corrigé par d'autres personnes. Parce qu'en fait, dès qu'un article est publié, il y a l'effet piranha. Donc, si le sujet est admissible, en tout cas, vous pouvez mettre 2 phrases. La personne suivante se rend compte que l'article est admissible et donc ne doit pas être supprimé. Il y a plein de cas de suppression immédiate, hein, des jeunes et des moins jeunes qui font un bac à sable, comme on dit, qui se présentent. Ça c'est formidable, les personnes qui écrivent leur biographie sur Wikipédia. D'accord, non, donc on supprime. On a vraiment des critères de notoriété. Mais quand le sujet est admissible, je prends un exemple simple, par exemple, tous les députés ou équivalents, tous les parlementaires nationaux sont admissibles, y compris ceux du Zimbabwe. J'ai rien contre le Zimbabwe, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a peu de sources sur le Zimbabwe. Mais c'est pas grave,
même si l'article ne fait qu'une ligne avec le nom de la personne et sa qualité, le fait qu'il soit député du Zimbabwe fait qu'il est automatiquement admissible, même si on n'a pas beaucoup de sources, même si on n'a pas... Voilà. Donc à partir du moment où le sujet est admissible, eh ben, d'autres contributeurs vont rajouter des éléments et progressivement, c'est plus l'article d'origine. Oui, tout à fait. Oui. Vous dites donc s'il inscrit 600 jusqu'au bout, ça fait 10%. Mm-hmm. Et vous aviez dit tout à l'heure à celui qui avait le droit de sortir un article en entier, c'est qu'il avait réussi 60%. En vérité, non. Tout le monde, enfin, il y en a qui n'ont pas été, oui, il y en a qui n'ont pas forcément été jusqu'au bout, mais qui ont sorti un article, mais sans forcément qu'on le voit nous. Notre but n'était pas absolument de créer des articles. J'ai passé la slide, mais vraiment, les objectifs, c'était vraiment de sensibilité au fonctionnement, au background. Parce que trop souvent, on utilise Wikipédia, et moi, c'était pareil au tout départ, juste comme un outil, voilà, on reçoit les informations. Mais non, on peut agir derrière. Et même sans forcément agir de manière systématiquement, parce que moi, effectivement, un peu tous les jours, je consulte ma page ma liste de suivi, etc. Mais même sans contribuer activement, de savoir, de comprendre comment la contribution à Wikipédia fonctionne, c'est très important. Parce qu'on ne reçoit donc pas les informations de la même manière. L'esprit critique, voilà. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai un peu sursauté quand on dit que l'histoire change. Non, ce sont les points de vue. Enfin bon, on va pas rentrer dans la polémique, mais vraiment non. Surtout, tu citais Ivanic. Pourquoi est-ce qu'effectivement on peut avoir l'impression que l'histoire change? C'est parce que nous sommes dans un pays, et d'ailleurs la plupart des pays sont comme ça, où voilà, où il y a un monopole étatique au niveau des programmes. Voilà. Mais bon. Voilà. Donc, et par ailleurs, oui. Waouh, 5 minutes, d'accord. Alors, je vais très rapidement faire une conclusion. Et donc, vraiment, le deuxième objectif, mais c'était vraiment le deuxième objectif et pas le premier objectif, c'était d'avoir de nouveaux contributeurs. Et de ce point de vue-là, on est très content parce qu'on a effectivement eu de nouvelles personnes qui ont participé. On a même des participants qui ont rejoint l'équipe pour l'édition 2017. Donc, globalement, c'est un vrai succès. Ça a été un gros investissement de la part de toute l'équipe, mais ça vaut le coup, surtout que l'objectif, pas forcément l'année prochaine, mais en tout cas à terme, ça serait d'avoir notre propre site, notre propre plateforme pour pouvoir faire de l'apprentissage à la contribution tout le temps. Parce que les MOOC, c'est localisé dans le temps, et donc nous on voudrait qu'à terme il y ait vraiment cette plateforme qui permette à tout le monde de se former et qui pourrait donc servir à l'éducation nationale, mais aussi à l'université. Et mine de rien, même à l'université on peut faire beaucoup de choses à ce niveau-là. Voilà, donc à vos quelques questions donc, et voilà. Il y a tellement de choses à dire, je suis sûr que juste après je vais me dire mais pourquoi j'ai pas parlé de ça, etc. Bon. Oui, il y a plusieurs questions qui me viennent, notamment sur la création au début de Wikipédia. Est-ce qu'on a copié un dictionnaire, une encyclopédie existante pour créer les sujets de base qu'on a enrichis au fur et à mesure, ou bien à chaque... on a laissé la page blanche pour que chaque sujet, même le plus basique, se crée. Au tout départ, il y a un contributeur qui s'est dit tiens, je vais créer la page pomme, et je sais que la fruit est un pomme, donc la pomme est un fruit, et je vais donc mettre que la fruit est un pomme. La pomme est un fruit, je sais pas. Voilà. Non, il n'y a pas eu de copiage au début. Et pourquoi? Il y a des encyclopédies qui sont très bien faites. Pourquoi on n'a pas directement pris l'universaliste pour la charger? Alors, premièrement, il y a les droits, parce que ce sont des personnes payées pour ça qui le font. On se place pas en tant qu'opposant aux encyclopédies papier. Moi, j'adore les livres. Ça peut paraître très étonnant, mais à titre personnel, je préfère... j'ai d'immenses doutes sur la capacité du numérique à véritablement révolutionner l'éducation, mais ça, c'est mon avis totalement personnel. Oui, ça peut paraître très étonnant vu que je suis tout le temps là-dessus, mais bon, j'ai de vrais doutes à ce niveau-là. Donc, pour répondre à la question, premièrement, il y avait la question des droits. Deuxièmement, l'encyclopédia universaliste ne s'occupe que de certains sujets et pas forcément d'autres.
Enfin, c'est tellement vaste là. Est-ce qu'on peut plutôt avoir des questions sur le MOOC précisément? Parce que sur Wikipédia, on pourrait faire des colloques entiers. Oui. La réponse pour ça, elle est très simple, c'est que pour l'encyclopédie universaliste, c'est les sujets qui sont reconnus comme légitimes par un certain nombre d'institutions. Et donc, on a des objets qui apparaissent comme étant légitimes une fois que les... Pardon. Donc ça c'est un truc classique dans n'importe quelle science. Jusqu'à un certain moment, le numérique n'était pas considéré comme un objet légitime en France, donc on n'a pas fait d'études, pas de sujets, etc. Wikipédia est très utile, ne mettant pas de barrière à l'entrée pour définir quels sont les sujets utiles. Si, on a des critères alors, de notoriété. Oui, alors mais ils sont pas de travaux inédits. Oui, ils sont c'est largement plus ouvert. Pareils, voilà. Il y a 4 millions d'articles environ sur la Wikipédia francophone, un peu plus de 4 millions, et 1 800 000 sur la Wikipédia francophone et sur d'autres. Et c'est pas exactement les mêmes. Il y a plein d'articles évidemment sur la Wikipédia francophone qui sont, sur la Wikipédia anglophone qui sont pas encore sur la Wikipédia francophone, mais l'inverse est vrai. Il y a des articles qui n'existent qu'en français, il y a des articles qui existent qu'en allemand, etc., etc. Voilà. Sur le Wikimook, encore 2 questions peut-être? 2-3 questions? Oui, merci. Non? Oui. En fait, la question que je me posais, c'est, vu tous les tutoriels qui existent, pourquoi avoir fait le choix du MOOC plutôt que de, par exemple, une chaîne avec des vidéos pour que ce soit peut-être moins contraignant que d'avoir à suivre 5 semaines pour créer une page. Enfin, Oui. je sais pas, Mais alors, effectivement, et en vérité, on a posté toutes les vidéos après sur une chaîne. Comme ça, tout le monde, c'est accessible. c'est disponible toute l'année. Oui, maintenant oui, mais le cadrage est important parce qu'il y a des personnes qui veulent ce cadrage-là. Et le fait d'avoir cette progression qui permet en 5 semaines d'arriver à écrire un article nous a semblé une démarche intéressante. Après, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise démarche pour arriver sur Wikipédia, mais il nous a semblé qu'il était bien de mettre en place cette démarche-là, parce que l'autre, la version où on débarque et où on improvise, existait déjà fortement. Et il fonctionnait. Mais je parlais juste puisque tout le monde parle d'agilité. Je prône pas forcément, mais je trouve que c'est une question qu'on pouvait poser. Oui, mais il y a aussi besoin, dans certains cas, d'un enseignement réfléchi de A à Z, même si on avait quelque chose d'assez souple au final. Oui. Moi, j'avais une question sur la cible du MOOC, parce que les gens qui font des MOOC, c'est une cible particulière, et c'est pas tout le monde, et il y a pas mal de gens aussi qui arrêtent en cours de route, et des gens qui feraient ce MOOC sont, peut-être que je me trompe, mais des gens qui veulent déjà, quelque part, beaucoup être contributeurs. Potentiellement. Et en fait, parce que le MOOC en lui-même est quand même une barrière aussi, il faut le faire, il faut rentrer dedans. Et ma question, c'est plus sur qu'est-ce que vous envisagez pour des gens, et potentiellement des gens comme moi, c'est-à-dire qui ont envie de contribuer à l'open source, savent pas trop, mais sont pas dans une démarche de je vais tout faire pour être contributeur à Wikipédia. Et plus, j'aimerais bien qu'on me facilite la chose, qu'on m'accompagne, qu'on me dise éventuellement sur quoi je pourrais écrire, comment est-ce que je pourrais commencer, et un peu me faire venir, disons, plus dans une démarche marketing, si j'ose le terme pour un truc open source, mais pour du coup beaucoup plus de gens qui aiment la démarche, mais qui ne sont pas aussi loin que ceux qui vont s'inscrire au MOOC. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, alors si, après, je ne prétends pas que le Wikimook soit l'outil ultime et surtout soit le seul outil. Il y a d'autres outils qui sont mis en place. Il y avait quelque chose, alors j'avoue que je ne l'ai pas fait, donc je m'aperçois, je ne l'ai pas fait sur la Wikipédia anglophone. Ils ont fait une sorte de serious game pour effectivement un peu plus. Après, j'ai envie de dire, rien ne remplace l'éducation directe, c'est-à-dire quand on a une personne à côté de soi qui nous explique, ça peut être bien. Donc on peut avoir des ateliers d'initiation à l'école et à l'université, ça peut aider. Après, on peut pas faire à la place des gens, donc je comprends l'idée, mais en même temps, je vois pas ce qu'on peut beaucoup plus développer dans l'accessibilité. Après, il y a des pages d'aide, il y a les sur les différentes vidéos qu'on a, maintenant on peut s'en resservir, on peut très facilement dire ah oui, donc sur les sources il faut faire ça, tu regardes cette vidéo, elle dure 3 minutes et comme ça tu comprends. Voilà, là avec le Wikimook on voulait vraiment dresser un éventail à peu près complet, même s'il y a énormément d'autres choses qu'on n'a
pas donné parce qu'il y a trop d'éléments. Il y a vraiment maintenant des milliers de règles sur Wikipédia, personne ne les connaît toutes. Après, oui, il y a potentiellement d'autres choses à inventer. Je ne prétends absolument pas qu'on ait fini, qu'on ait trouvé l'outil ultime avec le Wikimook. Voilà, c'est une première étape et on va continuer à faire des choses pour que de plus en plus de personnes contribuent à Wikipédia et surtout comprennent son fonctionnement et ne soient pas donc esclaves de l'information reçue, mais développent une réflexion autour de ce qui est lu. Voilà, merci à vous.